Aimables auditeurs de Radio Jena, c'est un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire juridique, l'heure du droit. Pour ce numéro, nous mettons un accent particulier sur un aspect du couple, un devoir, une obligation qui incombe au couple, la fidélité. Caractérisée comme un symbole d'amour, de résilience et de préservation de la relation amoureuse du couple, on le voit généralement comme un élément qui ne concerne que les époux. Cependant, est-ce que c'est seulement sous cet aspect qu'il doit être appréhendé? Est-ce qu'une simple exigence morale ou une véritable règle de droit? C'est ce que nous allons examiner avec rigueur dans cette émission avec notre consultant Laldagou Wonipo. Je suis Méchac Niaro. Cher invité, bonjour. Bonjour Madame Méchac Niaro. C'est toujours un honneur pour moi, comme j'ai l'habitude de le dire, de me retrouver sur ce plateau avec vous pour décrypter des thématiques juridiques. Et c'est toujours avec beaucoup d'intérêt que nous vous recevons pour le décryptage et l'analyse juridique que vous arrivez à faire des thématiques qui sont choisies. Alors, dites-nous de manière concrète, que dit le Code de la famille et des personnes concernant la fidélité? Merci beaucoup, Madame, pour la parole. Avant de revenir à la question, permettez-moi d'abord de remercier Dieu qui nous a encore accordé gratuitement son souffle de vie en nous permettant de nous retrouver sur ce plateau. Et je voudrais aussi remercier les responsables de la radio Jena pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée pour pouvoir venir apporter quelques éclaircissements sur les thèmes ou bien sur les thématiques juridiques. Pour ce qui concerne la fidélité dans le mariage, il faut dire que c'est une obligation. C'est une obligation que le Code des personnes et de la famille a érigé en son article 98 qui oblige les époux à pouvoir être fidèles. Ok. Donc c'est une obligation à la fois légale et morale. Effectivement, c'est une obligation à la fois morale et légale. Morale en ce sens que nous savons que le mariage n'unit pas seulement deux personnes, c'est aussi deux familles. C'est aussi deux familles que le mariage unit. Donc d'abord, la fidélité, c'est une obligation morale et légale dans la mesure où c'est la loi qui a établi un tel devoir de fidélité. Alors, puisqu'il est question de savoir si c'est une obligation morale ou une obligation légale, laquelle pèse le plus? Et il faut dire que l'obligation légale pèse le plus. L'obligation légale pèse le plus du fait que lorsqu'on parle de violation d'une obligation morale, par moment, c'est un peu difficile à établir la preuve. Mais lorsqu'on revient au niveau de l'obligation légale, on se rend compte que la loi a déjà pris des mesures nécessaires nous permettant de pouvoir s'en prévaloir. Alors, de manière concrète, en quoi consiste le devoir de fidélité qui incombe aux époux? Merci beaucoup, madame. Comme je viens de le dire, l'article 98 du Code des personnes et de la famille dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité. Fidélité, ce qui voudrait dire que chacun des époux doit respect à son prochain. Lorsqu'on parle de fidélité, cela voudrait dire que chacun doit rester uniquement qu'avec son conjoint. Nous savons aujourd'hui, avec la dépravation morale, tout le monde sort, il fait de n'importe quoi. Bien qu'on soit déjà dans les liens du mariage, l'un des époux, que ce soit l'homme ou la femme, peut sortir et entretenir d'autres relations extra-conjugales. C'est de l'infidélité. Donc la loi a voulu préserver la sérénité familiale en exigeant à ce que chaque couple puisse rester fidèle et que chaque conjoint reste fidèle à son conjoint. Alors, lorsque nous revenons dans les faits, je vais dire comme ça, les faits matériels dans la société, de quelle manière se concrétise la fidélité ou de quelle manière on peut observer ou déduire qu'un couple respecte le devoir de fidélité? C'est un peu difficile à le dire. Souvent, on dit l'apparence ou bien l'habit ne fait pas le moine. Lorsque tu vois quelqu'un, tu peux te dire que non, telle personne, elle est fidèle. Tu peux voir l'autre personne, tu dis non, telle personne, à la manière dont je la vois, elle ne pourra être fidèle. Mais l'apparence va te tromper. L'apparence va te tromper. Donc, ce qui vous revient à dire qu'il est difficile de pouvoir voir un couple et tout de suite dire que voilà, tel couple, ils se respectent mutuellement entre eux, il y a la fidélité qui est là. Ça ne peut être témoigné que par l'autre conjoint. Si l'homme dit par exemple, ma femme, moi je suis conscient,
elle est fidèle, ou bien que la femme dise mon mari il est fidèle. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra peut-être, à la base de ces témoignages-là, dire que bon, ce couple autre est fidèle. Sinon, c'est très difficile dans la société de pouvoir identifier les couples fidèles. Alors, généralement, quand on parle de fidélité, ce qui revient comme définition, c'est l'absence ou bien l'interdiction d'avoir des relations charnelles avec une autre personne, toute autre personne que son époux Conjoint. ou son conjoint. Est-ce exact? Effectivement. Effectivement, la fidélité voudrait dire que chacun ne peut avoir des relations sexuelles qu'avec son conjoint. D'accord. Est-ce que partant de cette définition, on peut dire que si l'un des conjoints entretient une relation amoureuse avec une tierce personne sans qu'il n'y ait relation charnelle, ce conjoint-là est toujours fidèle? Je n'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît. Oui, la question c'est de savoir, Oui. puisqu'on parle de La fidélité, fidélité, oui. lorsqu'il n'y a pas de relation charnelle avec une tierce personne. Voilà. Alors, si l'un des conjoints entame ou amorce une relation avec une tierce personne, qu'il y a des échanges, des messages et qu'il n'y a pas de relation charnelle, est-ce qu'on peut dire que ce conjoint est toujours fidèle? Ah, vous parlez de l'infidélité morale. Et c'est ce que la loi dit? L'infidélité morale aussi existe, puisque il ne s'agit pas seulement d'aller à l'acte sexuel. Si je vais juste faire un rapprochement avec la matière pénale, on dit l'article 46, je crois, du code du nouveau code pénal dispose que la tentation d'un crime ou d'un délit est aussi punie des mêmes peines et mesures de sûreté que l'infraction elle-même. C'est-à-dire, du moment où il y a tentative, on te sanctionne des mêmes règles que si tu avais déjà commis l'infraction. C'est juste pour revenir maintenant en matière de relations, pour dire que lorsqu'il y a infidélité morale, on se rend compte que c'est déjà aussi un acte qui tend vers peut-être l'infidélité. Déjà, l'un des époux qui entretient ou bien qui a une affinité avec une autre personne, autre que son mari, on ne sait pas, l'affinité peut se dégénérer. Donc, c'est une infidélité morale qui peut aussi être caractérisée. Peut-être le souci ici, c'est comment rapporter cette preuve-là qui peut poser le problème. Justement, comment est-ce qu'on arrive à rapporter la preuve ou à justifier qu'il y a intention d'aller aux relations charnelles? La justification qu'il y a une intention, ça dépend des éléments de fait. Ça dépend des éléments de fait. Lorsqu'on essaie de voir, de réunir par exemple la preuve, on voit les preuves pour voir, bon, voilà, on se rend compte qu'il y a eu des échanges de messages, il y a eu des audios et à l'analyse de ces messages-là, on voit que non, il y a déjà un commencement d'exécution, si on peut le dire ainsi, là, on peut alors dire que ça tend vers peut-être la relation sexuelle. Alors, du point de vue juridique, est-ce qu'il y a une différence absolue entre la tromperie physique et celle morale? Et comment est-ce que le législateur le caractérise? Il faut dire que il y a une distinction quand même entre la fidélité et l'infidélité plutôt, c'est ça, non? Entre l'infidélité physique et morale. Lorsqu'on parle de l'infidélité, cela suppose que le partenaire a eu peut-être des relations sexuelles autres avec une autre personne que son conjoint. Mais lorsqu'on parle de l'infidélité morale, bon, c'est des sentiments, ils ne sont pas allés jusqu'au niveau du sexe. Donc il y a une différence quand même, bien une légère différence entre les deux qu'il faut quand même très rapidement établir. D'accord. Alors, on retiendra qu'il y a la tromperie, l'infidélité physique et l'infidélité morale. Effectivement. Est-ce qu'on distingue d'autres catégories? Bon, en matière de l'infidélité, je crois que c'est les deux qu'on peut retenir pour le moment. Alors, c'est vrai que la loi retient la fidélité comme une obligation et même l'impose comme devoir aux époux. Maintenant, s'il arrive, puisque le mariage c'est un contrat, un accord de volonté entre deux personnes, et qu'il arrive que les époux consentent à aller voir ailleurs, est-ce qu'on peut toujours parler de violation d'une obligation? Vous avez dit les époux s'entendent. Oui. Bon, c'est surprenant la question quand même. Parce que quel époux va s'entendre avec son autre époux pour aller commettre l'infidélité? C'est vrai, en théorie, on peut quand même supposer, mais la pratique montre autre chose. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à rencontrer de tels cas, ou bien vous, en tant que femme, vous pouvez vous entendre avec votre mari et demander à votre mari d'aller commettre l'infidélité, je ne sais pas.
En tout cas, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. D'accord. Alors, par rapport à ce qu'on a dit, je suppose que nous sommes, pas je suppose, c'est essentiellement pour les relations monogames. Et maintenant, qu'en est-il du devoir de fidélité pour les foyers, les couples polygames? Ah, c'est le même devoir. Le devoir de fidélité aussi s'impose au couple polygame. Si toi, femme, tu décides d'entrer dans une relation, autant pour moi, où il y a déjà une femme, alors le devoir de fidélité s'impose. Et ça devient une relation de triangle entre l'homme et ses épouses. Donc le devoir de fidélité s'impose entre l'homme et l'ensemble de ses femmes. De quelle manière? Il est tenu d'être fidèle à chacune de ses épouses? Le législateur dispose que chacun des époux a le droit de revendiquer un traitement équitable. C'est l'alinéa 3 de l'article 98 dont nous venons de faire mention. Chacun des époux peut revendiquer l'égalité de traitement. Ce qui voudrait dire que l'époux A peut revendiquer les mêmes traitements que le mari exerce envers l'épouse B et envers l'épouse C. Donc, ce qui suppose que si le mari, qui a peut-être 2 ou 3 femmes, donne 5 000 à Madame A, doit devoir donner 5 000 à Madame B et donner 5 000 à Madame C. Donc, Est-ce que ce n'est pas une disposition plutôt religieuse? Pas une disposition religieuse, mais c'est une disposition légale. L'alinéa 3 de l'article 98 dont je viens de mentionner, que chacun des époux a le droit d'exiger un traitement légal, un traitement égalitaire plutôt, entre elle et les autres co-épouses. D'accord. Justement, parlons de l'exemple que vous avez donné, le fait au monsieur, par exemple, d'allouer des frais de 5 000 à chaque épouse. Voilà. Et lorsqu'on revient à la définition de l'équité, qui dit qu'il faut accorder à chacun selon ses besoins spécifiques, et qu'il arrive que peut-être parmi les 3 femmes, le besoin d'une soit de 15 000, de l'autre soit de 5 000 et d'une autre soit de 50 000. Ça doit se faire d'une manière consensuelle. Vous savez, la liberté est là aussi. La liberté est là. Donc, mais lorsqu'un époux estime que non, je ne suis pas d'accord, c'est son droit. Elle peut revendiquer. S'ils s'entendent que l'épouse A obtienne 15 000, l'épouse B 5 000, l'épouse C 10 000, ça c'est l'aménagement de leur famille. C'est eux-mêmes qui ont décidé comme ça. Mais cela voudrait aussi dire que l'épouse A qui a reçu peut-être, ou bien l'épouse C plutôt qui a reçu 5 000, peut revendiquer ses droits et dire que non, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas recevoir 5 000, mais je vais être traité au même niveau que l'épouse A et l'épouse B. Donc la loi dit que c'est son droit. Elle peut revendiquer. Du moment où elle ne revendique pas et qu'elle consent à la répartition faite initialement entre eux, il n'y aura pas de souci. Alors, revenons toujours à la question de fidélité. D'accord. Dans un foyer polygame, si au moment où peut-être le monsieur avait une femme, il entretenait une relation avec une tierce femme à l'extérieur avant de concrétiser l'union avec cette tierce femme-là, est-ce qu'on peut parler toujours d'infidélité? Et je vais d'abord restituer un peu la question. Et le devoir de fidélité commence à partir du mariage. Ouais. Lorsqu'on ne s'est pas encore marié, bon, on se dit qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, si déjà tu entres en relation avec quelqu'un, le devoir de fidélité commence à partir de ce moment-là. Donc, je ne sais pas à quel moment le monsieur entretenait des relations avec une tierce personne. S'il entretenait des relations avec une tierce personne avant le mariage et qu'après le mariage, la relation est terminée, donc on ne peut pas parler de violation du devoir de fidélité. Mais la violation intervient à partir du moment où ils sont déjà en relation et le monsieur continue toujours, comme on le dit souvent chez nous, les ex. Le monsieur peut-être avait une ex, il est déjà en relation, il continue encore d'entretenir des relations avec son ex. Là, l'infidélité est caractérisée. Alors, nous allons garder en tête que c'est dans un foyer polygame, c'est-à-dire le monsieur a contracté une première union, il est avec sa femme, ils ont signé polygamie, la première femme, et maintenant, quelques mois après le mariage, il commence par entretenir une seconde relation à l'extérieur avec une tierce femme. Est-ce que du fait qu'il ait signé polygamie, il est dédouané de l'infidélité ou on peut toujours l'accuser d'infidélité? Merci beaucoup pour la question. Tel que vous venez de dire, tout dépend du choix du choix fait initialement par les époux. S'ils ont choisi la monogamie, ce qui voudrait dire que le devoir de fidélité s'impose automatiquement. Et il n'y a pas d'aménagement. Et donc, il l'a violée. Donc, si
Ils ont signé pour les monogamie, comme j'étais en train de dire, et qu'il entretenait des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est une violation du devoir de fidélité. Si il veut avoir d'autres épouses, alors il est obligé de s'entendre avec sa femme et aller changer le choix. Le choix qu'ils avaient fait au niveau de l'état civil, ils ont signé monogamie. Il peut quand même essayer de changer avant de pouvoir épouser une autre femme. Donc, du moment où ils ont signé la monogamie, ce n'est plus possible. Toute autre relation serait considérée comme étant violation du devoir de fidélité. Et maintenant, si dès le départ, c'est la polygamie qui a été signée et que quelque temps après le mariage, le monsieur commence par entretenir une relation avec une femme à l'extérieur, est-ce que du fait d'avoir signé polygamie, il est dédouané de l'infidélité? Là, à ce niveau, la caractérisation de l'infidélité devient problématique, puisqu'ils ont signé la polygamie. Oui. On ne sait pas quelle est l'étendue de cette liberté-là. Donc, du moment où il a signé la polygamie, il peut se dire que non, la liberté est maintenant à moi, je peux faire tout ce que je veux avec n'importe quelle femme. C'est un peu difficile à ce moment-là à caractériser l'infidélité. Je crois que si de pareilles situations arrivent, le devoir revient au juge d'apprécier. C'est le juge qui doit apprécier, bon voilà, en tenant compte de telle situation, l'infidélité est caractérisée, ou bien par rapport à tel autre élément, on peut quand même s'exonérer de l'infidélité. Alors, parfois, les questions d'infidélité débouchent à des unions. Les unions qui peuvent être légales, bien qu'ayant signé monogamie, ou à une union coutumière, généralement la dot. Dans ces deux cas, que dit la loi? C'est tel qu'on l'avait déjà dit, si on a signé la monogamie, donc, et qu'on entretient d'autres relations, c'est la violation du devoir de fidélité. Et qu'on contracte un second mariage à l'état civil? Là, c'est quand même une violation. Il faudrait d'abord régulariser la première situation. Donc, si tu avais signé monogamie, là, c'est ce que j'étais en train de dire. On peut quand même essayer de retourner voir le maire s'il y a une possibilité de changer et prendre la polygamie. Et là, ça se passe. Des fois aussi, ou bien dans la société, si on veut maintenant aller au niveau des cas concrets, parfois les épouses se disent qu'elles sont impuissantes. Elles ne peuvent rien faire puisque tu as signé la monogamie avec ton homme et malheureusement, 1 an, 2 ans après le mariage, il estime qu'il veut épouser une autre femme et la femme ne revendique pas ses droits. C'est une question de revendication puisque s'il n'y a pas une plainte, ce serait difficile pour que le juge matrimonial puisse s'auto-saisir et venir dire que voilà, vous avez signé la monogamie et vous voulez maintenant changer le choix, ce n'est pas bien, il va falloir que des mesures soient prises. Si la femme même ne se plaint pas, je ne sais pas si vous comprenez. Donc il faudrait d'abord que la femme se dise que non, mes droits sont violés, il va falloir que j'essaye de les faire valoir. Et l'homme va dire, bon, là, si c'est le cas, il y a combien de voies d'infidélité, on peut aller alors au divorce. Donc les femmes aussi ne veulent pas en arriver là. Donc elles sont obligées de tout supporter. Alors, est-ce que ce n'est pas dans cette situation qu'on parle de bigamie? C'est dans cette situation qu'on parle de... C'est-à-dire, on signe monogamie, mais on contracte à la fois 2 mariages à l'état civil. Bon, en tout cas, pratiquement, je n'ai pas encore eu ce genre de situation. Dans le droit positif togolais, il n'est pas question de bigamie? C'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas encore rencontré des cas pareils. Je n'ai pas encore rencontré des cas pareils. Et peut-être que le code des personnes de la famille le dit aussi quand même. Dans mes recherches, je ne suis pas encore arrivé à pouvoir avoir une réponse affirmative par rapport à ça. D'accord. Alors, lorsqu'on parle d'infidélité, est-ce qu'il y a de fidélité conduisant à l'infidélité? Est-ce qu'il y a des situations aggravantes et des circonstances atténuantes? En matière d'infidélité, oui, d'infidélité. Je ne saurais dire qu'il y a des situations aggravantes ou des circonstances atténuantes, puisque le législateur a érigé l'infidélité comme étant une cause de divorce tout court. Lorsque l'un des conjoints se livre à ce genre de pratiques, l'alinéa 1 de l'article 126 du Code des personnes dispose que l'infidélité ou bien les excès, les injures sont des causes qui peuvent entraîner le divorce. Donc voilà, à peu près, l'infidélité est une cause de divorce, mais on ne parle pas de circonstances atténuantes ou aggravantes par rapport au divorce. D'accord. Alors, quand on parle de fidélité, est-ce que c'est un devoir qui incombe seulement aux personnes, aux époux qui ont contracté une union légale? Il faut répondre à cette question à l'affirmative.
Parce que en l'état actuel du droit positif togolais, il n'y a pas il y a aucun statut qui est reconnu au concubin. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en union libre, le concubinage, vous vivez avec une femme sans aller matérialiser cette union-là devant un maire. Donc, il n'y a aucun statut par rapport à cela. Et pour rappel, quand on parle de concubinage, c'est également les relations, les unions coutumières, la dot. Voilà, les réunions coutumières, lorsque vous faites seulement la dot, vous n'êtes pas marié légalement, vous n'êtes pas passé devant le maire, ou bien vous vivez avec la femme, vous avez des enfants, vous n'êtes pas non plus passé devant les parents pour faire la dot, ni devant le maire, vous êtes là. Donc on parle de concubinage. Et c'est à ce stade-là, je disais qu'il n'y a pas de statut particulier. Donc les époux eux-mêmes sont livrés à la loi de la nature. Donc ils ne sont pas soumis à la justice étatique, mais quand même peuvent recourir à la justice privée, c'est-à-dire entre eux, s'il y a un problème, les époux essaient de trouver une solution et chacun à ce niveau-là peut partir, décider de partir à tout moment, sauf si peut-être il y a les enfants. Même s'il y a les enfants, comme on l'avait déjà dit sur ce plateau, que c'est le juge matrimonial qui est compétent en matière de divorce. Donc s'il y a des enfants et que les époux étaient en union libre, c'est-à-dire en concubinage, ils peuvent quand même se retrouver devant le juge des enfants qui peut se prononcer sur l'intérêt des enfants. Mais ils n'ont aucune obligation ou bien aucun droit pour pouvoir aller faire valoir devant la justice, malheureusement, en l'état actuel du droit positif. Autrement dit, ils ne peuvent pas invoquer l'obligation de fidélité devant la justice. Justement, ils peuvent quand même l'invoquer entre eux et puis décider de mettre fin à leur relation, mais devant la justice, ça ne peut pas prospérer. Est-ce que c'est en ce moment qu'on pourra parler de fidélité en tant qu'obligation morale? Justement, la fidélité, comme on est toujours en train de le dire, impose au couple de pouvoir avoir du respect mutuel les uns envers les autres. Donc, lorsque ce devoir-là est violé, il y a quand même une atteinte. Alors, lors des précédentes émissions, on avait parlé des différents devoirs des époux. Et si je comprends l'explication que vous avez donnée du fait de ne pas être en union légale, fait que les époux sont dispensés de tous ces devoirs-là. Effectivement, ils ne sont pas dispensés de leurs devoirs, puisqu'ils vivent toujours comme étant les époux. Ils ne sont pas dispensés, sauf qu'ils ne peuvent pas, lorsque l'un des époux n'exerce pas ou bien n'accomplit pas ses devoirs, il ne peut pas aller les faire prévaloir devant un juge, le juge matrimonial, pour dire voilà, mon époux est amené peut-être à contribuer aux charges du mariage, il ne le fait pas. Mon époux doit rester fidèle. J'ai le devoir, mon époux plutôt a le devoir de m'assister, mais il ne le fait pas. Mon époux a le devoir de prendre soin de moi, mais il ne le fait pas. Tout ça là, il ne peut pas, ou bien l'un des époux ne peut pas se lever et aller devant un juge matrimonial pour faire valoir ses devoirs et ses droits. Mais quand même, ils essaient de trouver un moyen entre eux, ils les exercent à leur manière. D'accord. Alors, nous allons revenir dans le cas des personnes qui se sont mariées devant Monsieur le maire. D'accord. Alors, en cas d'infidélité, la loi a des dispositions, des sanctions. Effectivement, c'est ce que nous étions en train de dire. Il faudrait d'abord un plaignant ou bien une plaignante devant le juge matrimonial pour essayer de faire valoir ses droits. S'il y a infidélité, peut-être c'est l'épouse qui a commis l'infidélité et le monsieur décide de ne pas porter cette affaire devant la justice, ça n'engage que eux. Donc il n'y aura aucune suite. Il faut forcément quelqu'un pour aller se plaindre devant le juge pour qu'une action soit initiée. Et l'infidélité, comme nous étions en train de dire, c'est une cause de divorce. Si l'époux se rend compte que sa femme l'a trompé, l'époux peut dire que bon, je ne peux en aucun cas pardonner cette infidélité. Donc je voudrais qu'on divorce. Là, c'est une cause. Il reviendra alors au juge matrimonial d'apprécier cette cause de divorce-là et éventuellement pouvoir les accorder quand même le divorce. Est-ce qu'il y a prescription en matière de dénonciation, bien d'action en justice concernant l'infidélité? Et il faut dire que je n'ai pas quand même trouvé une disposition qui parle de la prescription, mais je crois que ça régit sous la prescription du droit commun de 5 ans. 5 ans.
Donc, si dans le couple, peut-être l'infidélité du monsieur date de 5 ans et qu'ils ont vécu peut-être 15 ans de mariage, la femme n'a pas le droit de citer l'acte qui a été commis il y a 5 ans. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, il Donc, faudrait que les auditeurs puissent bien ils puissent comprendre. bien comprendre. Oui. Donc, votre époux commet peut-être une infidélité cette année. Tu l'as su, tu n'as rien dit. Tu attends jusqu'à 10 ans après, tu reviens sur ça et tu vas attaquer la justice. C'est ce que vous essayez par exemple de dire, non? Tout à Donc, fait. s'il y a une prescription, comme je disais, je n'ai pas encore une idée très claire là-dessus. Je crois que cela pourra quand même faire l'objet d'un débat ultérieurement. Un débat entre juristes. Ouais. Pourquoi pas sur ce plateau? Nous allons en revenir. Je prends noter. Je pense que ça fera l'objet de nos prochaines émissions. D'accord, il n'y a pas de Pourquoi pas en souci. mars ou en avril. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, j'en viens à ma question suivante. Est-ce qu'on peut demander des dommages et intérêts en cas d'infidélité? Merci beaucoup pour la question des dommages et intérêts en cas de fidélité, en cas d'infidélité, c'est ça, non? Oui. Il faut dire que cela s'inscrit dans le cadre de la dissolution du mariage. Lorsqu'on parle de dissolution du mariage, il y a le divorce et la séparation des corps. Au niveau du divorce, nous avons le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux. Lorsqu'on s'inscrit maintenant dans ce deuxième cas-là, le divorce contentieux, nous avons l'article 126 que nous venons de citer, en son alinéa 1, qui dispose que l'infidélité est une cause de divorce. Donc, lorsque l'infidélité est caractérisée et que le divorce plutôt est prononcé, on tient compte d'abord de l'époux fautif. On tient compte de la faute. La faute incombe à qui? Si c'est la femme, alors à ce moment, le monsieur est en état de demander des dommages et intérêts. Ça, c'est le divorce pour tort exclusif. Lorsque le tort est attribué à l'épouse, par exemple, donc l'époux peut demander alors l'octroi des dommages et intérêts. Et inversement. Et inversement, justement. Maintenant, il y a des cas où le divorce est prononcé à tort partagé. Si c'est à tort partagé, à ce niveau-là, on ne peut plus demander des dommages et intérêts parce que chacun a sa responsabilité. Mais l'un des époux peut quand même demander la compensation. Si, par exemple, le divorce a causé à l'un des époux une perte considérable économique. Donc, l'époux qui a perdu peut alors demander à ce que l'autre époux puisse compenser les pertes qu'il a subies. Alors, Monsieur Laldago, sans vouloir arriver au divorce, est-ce qu'on peut demander des dommages et des intérêts pour l'infidélité de son conjoint? En tout cas, en l'état actuel, je n'ai pas encore rencontré pratiquement une situation comme ça. Mais ce que la loi dit, c'est lorsque il y a eu divorce à tort exclusif, que l'un des époux peut alors demander des dommages et intérêts. Donc, c'est dans le cadre du divorce contentieux qu'on peut demander dommages et intérêts. Pour infidélité, on se lève, on dit on veut seulement demander dommages et intérêts et ils continuent pas à vivre ensemble ou bien comment? Ils sont toujours ensemble et ils veulent seulement dommages et intérêts. Je ne crois pas que ce serait possible. En tout cas, pratiquement, lorsque ma femme me demande des dommages et intérêts, je la dédommage, c'est fini. Hein. Pourquoi? Oh non. Donc, on va s'arrêter là. On va mettre fin à la relation. Je crois que pratiquement, c'est ce qui peut se faire. C'est à titre de réparation morale et émotionnelle pour le dommage subi. Mais pourtant, tu es là. Tu veux réparation. Oui, pour le préjudice moral subi suite à l'infidélité. Donc, je ne crois pas que ce serait possible. Mais bon, peut-être que les juges matrimoniaux peuvent faire quelque chose. Je ne suis pas juge, donc je ne pourrais pas me prononcer là-dessus pour le moment. Mais je parle au regard de ce que la loi dit. À partir de quel moment un époux peut demander la réparation des dommages et intérêts? C'est à partir du moment où ils sont déjà en instance de divorce et que le divorce est prononcé à tort exclusif de l'un des époux. Donc l'autre époux peut maintenant, à partir de ce moment-là, demander le dédommagement. C'est le cas prévu par la loi. Et c'est très bien encadré. Et c'est très bien encadré. Alors, souvent, quand les questions d'infidélité surgissent, l'un des conjoints peut demander des tests d'ADN pour vérifier la paternité effective des enfants du couple. Okay. Qu'en dit la loi?
par rapport à la paternité. Oui, c'est une obligation légale, ou bien c'est une exigence légale. Lorsque les époux sont en instance de divorce pour infidélité, alors l'autre époux qui estime qu'il y a doute sur sa paternité peut demander à ce qu'un test ADN soit fait pour pouvoir établir la paternité. Mais il faut quand même retenir que c'est souvent l'homme qui demande parce que c'est déjà établi entre la femme et les enfants. La femme a porté les enfants, on ne peut plus établir un test d'ADN pour dire que les enfants appartiennent à la femme. Plutôt, c'est l'homme qui demande un test d'ADN pour pouvoir prouver si réellement il est le père des enfants, vu qu'il vient de découvrir que sa femme est infidèle. C'est un cas que je viens de donner. Et assez récurrent. Alors, Voilà. il arrive, comme je le disais, on va s'attarder sur le cas où les époux n'ont pas envie d'arriver, ne veulent pas divorcer, mais ont envie d'avoir la confirmation. D'accord. Est-ce que, dans ce cas, comment est-ce que c'est encadré? Est-ce que le refus de se soumettre au test d'ADN peut être sanctionné, puni par la loi? Je crois que tout dépendra de l'état de l'époux. Qu'est-ce qu'ils veulent? La finalité, c'est quoi? Il a découvert que sa femme, par exemple, est infidèle et que le monsieur veut vérifier si réellement les enfants sont à lui. Donc la femme, à ce moment, ne pourra pas s'opposer, puisque c'est un droit que le monsieur peut exercer. C'est un droit que le monsieur peut exercer. Donc il peut demander un test d'ADN pour ses enfants. Au cas où la dame refusait, là, le monsieur peut lui contraindre devant peut-être le juge matrimonial et demander à ce que peut-être le juge matrimonial l'oblige à accepter à ce que le test d'ADN soit fait. Puisque lorsque les époux ou bien l'un des époux ne demande pas le divorce, le juge matrimonial ne peut pas s'auto-saisir de l'affaire et leur demander peut-être d'aller jusqu'au divorce. Ça revient aux époux d'en décider. C'est seulement sur les questions pénales qu'on peut s'auto-saisir. Voilà, sur les questions pénales, le procureur peut s'auto-saisir. Alors, on a le cas où peut-être la femme a commis l'infidélité et Voilà. l'homme demande le test de paternité. À l'inverse, il y a le cas où l'homme commet l'infidélité qui conduit au divorce, autant pour moi. Oui. Est-ce que dans ce cas de figure, il peut avoir des conséquences sur la garde des enfants ou la pension alimentaire? Sur la garde des enfants, il faut d'abord tenir compte de la volonté des époux. Qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement? Est-ce qu'ils veulent aller au divorce ou bien est-ce qu'ils veulent se pardonner mutuellement et continuer? Lorsqu'ils veulent, par exemple, aller au divorce, alors là, ces circonstances sont de nature ou bien à influencer la décision du juge matrimonial. Parce que le juge matrimonial tient compte souvent de l'intérêt de l'enfant pour pouvoir prononcer la garde. Le juge ne peut pas peut-être confier la garde des enfants à un père, entre guillemets, qui est irresponsable ou bien qui est infidèle. Quelle est la moralité ou bien les valeurs qu'un tel homme peut peut-être inculquer à ses enfants. Donc ça peut jouer au moment de la garde des enfants. Et le juge va décider, vu que tel époux est infidèle, ce ne serait pas bien qu'on lui confie la garde des enfants. Donc l'avenir des enfants serait en jeu. Donc, sur cette base-là, on peut estimer que l'infidélité peut avoir une incidence sur la garde des enfants. Mais au niveau de la pension alimentaire, je crois que la pension alimentaire est instituée juste pour pouvoir combler ou bien pour permettre à l'obligation de contribution au charge de mariage de continuer. C'est l'autre volet de l'obligation de contribution au charge de mariage. Lorsqu'ils sont encore ensemble, c'est la contribution au charge de mariage qui permet de prendre soin de la famille. Mais s'ils ne sont plus ensemble, c'est la pension alimentaire qui prend maintenant le dessus, la relève plutôt, la suite de l'obligation d'entretenir la famille. Mais si le couple, par ailleurs, n'a pas peut-être d'enfants, vous voyez qu'il n'y aura pas de pension alimentaire. Mais il y a des cas où il peut y avoir de la pension alimentaire, même en dehors de l'existence des enfants. Par exemple, lorsque ils se sont mariés, le mari demande à sa femme de ne pas travailler, de seulement rester à la maison, s'occuper de la maison et tout. 2 ans, 3 ans, malheureusement, ils n'ont pas eu des enfants. Et les difficultés surviennent. Ils décident alors de mettre fin à la relation. Donc, vous voyez que ce divorce-là peut entraîner l'exigence ou bien la continuité de pension alimentaire. Donc la femme
à qui le monsieur avait interdit de travail peut dire non. Le fait que je suis resté chez toi pendant tout ce temps sans travail, cela m'a causé du préjudice. Donc il va falloir que malgré que nous soyons séparés, que vous puissiez me payer la pension alimentaire. Donc le juge peut apprécier l'ensemble de ces éléments-là et accorder la pension alimentaire à la femme. Donc le devoir ou bien l'infidélité en soi n'agit pas sur la pension alimentaire, mais plutôt influence sur la garde des enfants. Alors, est-ce que le devoir de fidélité dispense du droit à la vie privée du couple? Le devoir, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que le devoir de fidélité Oui. met de côté le droit à la vie privée du couple? Non, ça ne met pas de côté. Le droit à la vie privée du couple est un droit fondamental. De chacun des époux, je voulais dire. Justement, le droit à la vie privée est un droit fondamental de chacun des époux. C'est vrai, le mariage permet aux époux d'avoir une vie commune, mais il y a quand même la vie privée qui survit au-delà de cette vie commune-là. Oui. Alors pourquoi je pose la question? Parce que généralement, dans le couple, la collecte de preuves d'infidélité se fait à travers les fouilles du téléphone, les fouilles des affaires personnelles du couple. Qu'est-ce que la loi en dit? Est-ce que la personne qui le fait peut être passible d'une sanction? Merci beaucoup pour la question. Il faut dire que la question d'établissement de la preuve est très délicate. Ce ne sont pas toutes les preuves qui sont reconnues devant la justice. Lorsque les preuves sont collectées à l'insu de l'autre, ces preuves peuvent être rejetées devant la justice. Je prends l'exemple que vous venez de donner. La femme, bien l'épouse, a commis l'infidélité. Donc le monsieur lui-même, il s'érige en détective privé. Sherlock. Il se met à fouiller le téléphone de madame, à voir les messages, et maintenant devant la justice, parce que devant le juge matrimonial, il demande le divorce pour cause d'infidélité. Et il présente maintenant ces preuves-là. Ces preuves-là ne pourront pas être validées devant le juge matrimonial, parce qu'elles ont été collectées à l'insu de l'autre épouse. Donc c'est une violation du droit à la vie privée de l'épouse. À ce moment, ces preuves-là ne seront pas prises en compte. Il y a des circonstances dans lesquelles la preuve numérique peut aussi être prise en compte. Là, l'huissier aussi peut intervenir dans la danse à ce niveau-là. Si effectivement vous avez des audios, des messages que votre épouse a peut-être envoyés à un prétendant, alors l'huissier, vous pouvez envoyer les audios à l'huissier, et l'huissier lui va établir ce qu'on appelle un PV. Donc il établit un PV. Au moment où vous êtes maintenant en instance, vous produisez ce PV-là au juge matrimonial en lui disant que bon, voilà les preuves qui prouvent que ma femme a commis l'infidélité. Parce que l'huissier est un officier public et ministériel. Ça voudrait dire qu'il obtient une partie de sa compétence de l'État et lui-même, il a d'autres compétences aussi qui relèvent de son titre. Donc la preuve que l'huissier va établir, ou bien le PV que l'huissier va mettre en place, tiendra lieu jusqu'à preuve du contraire. Donc ça n'interdit pas la fouille. Il faut juste rapporter les preuves à l'huissier. Il faut rapporter quelques preuves à l'huissier et l'huissier doit pouvoir faire le travail. Mais ce n'est pas au mari même d'amener ces preuves-là pour présenter devant le juge. Maintenant, même devant la justice, il y a même autre moyen. Le juge peut émettre ce qu'on appelle une ordonnance de relevé téléphonique. L'ordonnance de relevé téléphonique permet au juge d'enjoindre aux fournisseurs d'accès à Internet, généralement Togocell ou bien Move, de fournir certaines informations en tenant compte d'un intervalle de temps donné. Et le juge peut dire du 1er février jusqu'au 26 février, donnez-moi toutes les informations qui sont passées sur ce numéro, les messages, les appels transcrits et tout ce qui va avec. Donc, la direction de Move ou bien la direction de Togocell, si le numéro est Move ou bien si le numéro est Togocell, la direction de IAS va maintenant produire un document qui doit contenir toutes les informations qui sont passées sur ce numéro-là et renvoyer ça au juge pour que le juge puisse maintenant apprécier si ce que le monsieur est en train d'évoquer est justifié ou non.
Donc voilà les quelques manières qu'il faut peut-être établir la preuve numérique sans que le monsieur ne s'érige lui-même en détecteur, un détecteur privé pour aller peut-être fouiller le téléphone de sa femme et aller faire prévaloir ces preuves-là devant un juge matrimonial. Ça ne va pas prospérer. Très bien. Alors, puisque les époux jouissent de la liberté d'organiser leur vie matrimoniale comme ils l'entendent, est-ce qu'il peut être mis en place des mécanismes de surveillance pour s'assurer de la fidélité de chacun des conjoints? Tout dépendra de l'organisation du couple. Tout dépendra. Le couple s'entend et ils essaient ensemble de voir qu'est-ce qu'il faut. Vous savez, on dit souvent, est-ce qu'on peut vraiment contrôler une personne? On contrôle une personne à la limite de nos pouvoirs. Si une personne décide vraiment de faire quelque chose, elle trouvera sûrement un moyen pour y parvenir. Même si on met en place des mécanismes et que l'un des époux a toujours les gènes de l'infidélité en lui, ce serait très difficile pour que ces mécanismes-là soient respectés. C'est d'abord une question de prise de conscience. Chacun doit juste être conscient que le mariage est quelque chose de très sérieux. Il va falloir, de sacré justement, il va falloir que je puisse respecter mon conjoint. Je crois que c'est ce caractère sacré du mariage-là qui peut-être, lorsqu'il est mis en avant, peut permettre peut-être au couple, autant pour moi, de tenir. Alors, lorsque les mécanismes ou la vie matrimoniale est organisée au gré des époux, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour éviter de violer les droits de son partenaire? Moi, je dis souvent que les règles sont faites pour être respectées. Il faut juste seulement connaître les règles, essayer de les respecter et essayer surtout dans une relation de communiquer. C'est la communication qui est la base. Lorsque tu communiques moins, tu ne sauras pas qu'est-ce que l'autre époux attend de toi. Mais plus de conversation, plus de communication te permet de découvrir ce que l'autre aime et ce qu'il n'aime pas. Là, plutôt, vous allez essayer de vous atteler à cela et ne pas faire ce qui va peut-être énerver l'autre époux. Voilà à peu près. Merci. Alors, en guise de conclusion, dites-nous, est-ce que finalement le devoir de fidélité vient protéger l'amour ou l'ordre public? Le devoir de fidélité protège à la fois l'amour et à la fois l'ordre public. L'amour parce que le devoir de fidélité vous permet de vous respecter mutuellement. Ça permet de vous respecter mutuellement, de considérer l'autre. Et ça protège également l'ordre public dans la mesure où nous savons que, ou bien nous avions déjà dit sur ce plateau, que la fidélité est une valeur. C'est une valeur sociale. Et en tant que valeur sociale, il faut quand même en faire bon usage. La fidélité est une valeur sociale. Il faut en faire un bon usage. C'est également une obligation légale. Et vous savez que quiconque outrepasse les dispositions législatives, il y a une expression qui dit quelque chose. Non. Qui outrepasse les dispositions législatives tombe sous le coup de la loi. Tout à fait, tombe sous le coup de la loi. Donc, vous êtes tenu à partir du moment où vous franchissez le seuil de la mairie de pouvoir respecter ces dispositions. Et aussi, la loi, il y a certes la loi, mais il y a également cette liberté de pouvoir organiser la vie matrimoniale comme on le souhaite, tout en respectant le droit et la liberté d'autrui. Sur ce, je vous dis merci. Je vous souhaite un très bon début d'après-midi. Merci pour la fidélité d'écoute. À vous, Monsieur Laldagou Onipo. Merci d'être toujours présent. Merci pour votre fidélité à cette émission. À très bientôt. C'était Méchac Niaro au micro.